Oui, alors je suis un diplomate, en effet. J'ai été ambassadeur en Inde pendant 4 années. Il y a déjà un certain temps. Avant ça, j'ai été ambassadeur au Vietnam. Après ça, j'ai été ambassadeur à Moscou et aussi accrédité au Tadjikistan, qui a un petit peu d'actualité à ce moment avec l'Afghanistan. Et puis en Espagne, entre chaque poste, des postes à Paris, de sous-directeur d'Extrême-Orient, de directeur d'Asie et d'Océanie, directeur d'Europe, et puis directeur général de la coopération internationale. Des postes aussi chez le Premier ministre pour m'occuper de questions européennes. Donc 2 spécialités, l'Asie et l'Europe. Finalement, je suis peut-être un négociateur averti, mais aussi un homme de terrain, puisque j'étais dans des pays un peu difficiles où il fallait faire du terrain. Et puis donc j'ai écrit ce livre qui est l'Inde contre vents et marées, qui sort le 21 octobre, 3 ans après avoir fait un livre sur la Russie et sur la Russie de Poutine. Alors les géographes ont inventé l'expression du sous-continent indien. Le sous-continent indien, c'est l'Inde, c'est le Pakistan, c'est 2 pays himalayens que sont le Népal et le Bhoutan. C'est aussi le Sri Lanka, l'île qui est en dessous de l'Inde, une larme de l'Inde, et puis les Maldives, tout ceci constitue le sous-continent indien. Alors évidemment, l'Inde a cherché à réunir ces pays dans une organisation économique, pour une coopération économique, ça s'appelle le SAARC. Ça marche pas très bien parce qu'à partir du moment où il y a le Pakistan, le frère ennemi, évidemment, il y a beaucoup de tensions, mais cette organisation existe depuis environ 40 ans. Son siège est à Katmandou et ça représente une tentative de coopération à l'intérieur du sous-continent indien. Ce sous-continent, il est limité au nord par la chaîne de l'Himalaya, à l'est par le golfe du Bengale, à l'ouest par la mer d'Oman, et puis il baigne dans l'océan Indien. Et comme son nom l'indique, cet océan est complètement indien, ce qui situe les enjeux stratégiques. Alors voilà pour le sous-continent, mais tout le monde perçoit l'Inde comme un acteur régional, c'est-à-dire asiatique, et l'Inde a tout fait pour avoir les meilleurs rapports avec les 10 pays de l'association des pays du sud-est asiatique, l'ASEAN, et elle a en effet de très bons rapports avec tous ces pays, que ce soit la Thaïlande, que ce soit le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, Brunei, les Philippines, la Birmanie aussi, mais évidemment le coup d'État militaire a créé un peu de difficultés parce que l'Inde a eu l'impression aussi que ce coup d'État militaire allait faciliter encore la pénétration chinoise. En Birmanie, il y a bien entendu une rivalité, là comme ailleurs, avec la Chine. Et puis, en effet, l'Inde a comme grand voisin au nord de l'Himalaya la Chine. Et par conséquent, avec la montée en puissance de la Chine, elle se trouve précipitée vers les enjeux mondiaux, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et puis l'action aussi de la Chine en mer de Chine du Sud ou en mer de l'Est, comme disent les Vietnamiens, qui prouve bien que l'endroit est contesté, et par conséquent, elle est un acteur mondial. C'est probablement la raison pour laquelle elle a développé une diplomatie tous azimuts. Le ministre actuel des Affaires étrangères, M. Jaishankar, appelle ça non pas par opposition au non-alignement de M. Nehru, il appelle ça l'alignement universel, l'alignement avec tout le monde. L'alignement avec tout le monde, ça veut dire en réalité l'autonomie stratégique. Et l'Inde tient beaucoup à son autonomie stratégique. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a fait des essais nucléaires en 1998. J'étais en Inde à l'époque. Alors, les choses ont plutôt bien commencé entre la Chine et l'Inde, puisque en 1955, Mao Tse-tung et Nehru étaient parmi les fondateurs du mouvement des non-alignés. Évidemment, Mao Tse-tung s'est assez vite irrité du fait que Nehru propose le modèle indien, qui est une économie de marché, finalement une démocratie parlementaire, comme une 3e voie entre la voie capitaliste et la voie communiste. Ça l'a un peu agacé, et puis progressivement, effectivement, un certain nombre de différences sont apparues, avec des divergences de frontières, qui sont très souvent l'héritage de la période coloniale. Les Britanniques avaient conclu des accords avec les Tibétains, que naturellement les Chinois ne reconnaissent pas. La stratégie chinoise, c'est très simple, c'est
le plateau tibétain, dans son acception géographique la plus grande, appartient à la Chine, à la République populaire de Chine. Point. De là découle un certain nombre de conflits territoriaux. En 1962, profitant de la crise de Cuba, les grands étaient occupés ailleurs, la Chine a déclenché une guerre contre l'Inde, a annexé environ 35 000 km² d'un glacier qui se trouve dans une position tout à fait stratégique entre le Ladakh, le Tibet et le Xinjiang. Et puis, elle a envahi également une partie du territoire indien au nord de l'Assam, qu'elle a évacué ensuite. Mais elle continue à revendiquer ce territoire. Il s'agit d'un État qui s'appelle actuellement l'Arunachal Pradesh. Donc des conflits territoriaux qui ne sont pas réglés et qui provoquent de temps à autre, l'été dernier encore, des accrochages militaires, avec cependant une volonté de part et d'autre d'en limiter l'ampleur. Par exemple, dans une partie des glaciers près du Ladakh, eh bien, les Indiens et les Chinois se sont convenus de ne pas tirer de coups de feu, de ne pas avoir d'armes à feu, et ça ne les a pas empêchés de se battre avec des gourdins, avec des bâtons l'été dernier, et d'avoir quelques dizaines de morts de chaque côté. Alors cela dit, Narendra Modi et Xi Jinping s'efforcent de réduire l'effet de ces tensions, d'une part parce que la coopération économique est là. L'Inde, comme les autres pays asiatiques, a comme principal partenaire économique la Chine, c'est comme ça. Par conséquent, les chefs d'État, de gouvernement se rencontrent fréquemment et essaient de montrer un certain niveau d'entente. Il y a d'ailleurs des sujets sur lesquels ils sont d'accord. Par exemple, la réforme de la gouvernance mondiale qui a été plus ou moins décidée par les pays anglo-saxons en 1945 et qui ne tient pas compte de l'émergence de la Chine, ou pas suffisamment, et qui ne tient encore moins compte de l'émergence de l'Inde. Alors cela dit, l'Inde évidemment, ça représente 1/5 de l'économie chinoise. Le budget militaire indien, même chose. Donc il y a effectivement une grande disparité de puissance économique et militaire, qui est peut-être neutralisée par le fait que les deux pays détiennent l'arme nucléaire, et par conséquent, ils se dissuadent des tensions à la frontière, mais pas maintenant de possibilité de véritable guerre à cause de cette dissuasion nucléaire. Et puis, évidemment, entre bons amis, eh bien, la Chine soutient maintenant à peu près tout ce que fait le Pakistan, mais de temps en temps en modérant quand même les ardeurs du Pakistan. Par exemple, en 99, le Pakistan avait envahi des montagnes qui sont à 5000 mètres d'altitude, mais qui étaient du côté indien de la ligne de partage au Cachemire, et les Chinois leur ont conseillé la modération et leur ont conseillé de se retirer devant la contre-offensive indienne qui était tout à fait sérieuse, avec des drones israéliens et des avions qui avaient été d'ailleurs achetés à la France. Donc une situation à l'asiatique, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui fâchent, mais cela dit, on se parle, il y a des sujets sur lesquels on peut coopérer, et puis surtout, on ne veut pas et on ne peut pas déclencher une véritable guerre. Alors cela dit, quand l'Inde dit « je voudrais un siège permanent au Conseil de sécurité », tous les pays bienveillants, dont la France, disent « mais bien sûr, mais vous y avez droit ». Chacun sait que ça n'est pas possible parce que la Chine s'y opposerait. Bonne. La Russie est le protecteur historique de l'Inde. Dès l'indépendance, l'Union soviétique a développer sa coopération avec l'Inde, d'abord dans un domaine technique militaire, puis ensuite en signant un traité d'amitié et de coopération, comme ça se faisait à l'époque. Et Nehru, dans le fond, avait une certaine fascination pour les grandes aciéries soviétiques, pour les grands barrages soviétiques, pour ces grands projets, et il pensait que avec des projets de ce type, il pourrait développer l'Inde. Donc un certain nombre de projets se sont en effet développés, mais bien entendu, chacun gardait son modèle et il n'y avait pas de débat idéologique. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de débat idéologique entre l'Inde et la Chine. Le débat, il est national. Donc, la Russie soutient
en général l'Inde et la Chine soutient en général le Pakistan. Ça a encore été le cas lorsque Narendra Modi, récemment réélu, triomphalement réélu, au printemps 2019, a modifié le statut de la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, en la faisant administrer directement par Delhi, avec un lieutenant-gouverneur de Delhi, et le Pakistan a obtenu que la Chine fasse évoquer la question au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il était bien entendu que, au-delà de la conversation, il ne se passerait rien, puisque la Russie mettrait un veto sur tout risque de condamnation de l'Inde, et que de toute façon, l'Inde considère que cette affaire du Cachemire, qui est un héritage de la partition un peu bâclée au moment de l'indépendance, eh bien, c'est maintenant une affaire bilatérale entre l'Inde et le Pakistan. Elle ne veut pas d'internationalisation, ni à l'ONU ni ailleurs, de cette question. Alors la Russie, donc, est le principal fournisseur d'armes à l'Inde, bien que ces fournitures soient en décroissance. En gros, depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie est passée de 75% des fournitures militaires à l'Inde à peu près un peu moins de 50% maintenant, parce que l'Inde a diversifié ses fournisseurs en achetant des armes un peu à tout le monde, y compris d'ailleurs à la France, avec les 36 Rafales qui sont en train d'être livrés cette année. D'ailleurs, un certain nombre ont déjà été livrés. Mais l'Inde veut surtout diversifier ses approvisionnements en attendant de se doter d'une véritable industrie de l'armement national. Écoutez, à un moment où quand même on voit beaucoup dans la presse internationale et dans la presse française que l'Inde a été frappée de plein fouet par la pandémie du Covid-19 et dans des conditions particulièrement graves parce que bien sûr son système sanitaire n'était pas prêt. Il est d'ailleurs à deux vitesses, il y a un système privé assez performant, un système public qui est en très mauvais état, qui a très peu de fonds budgétaires et donc en effet les dégâts sont considérables. Alors malheureusement ça paraît cynique mais il faut quand même remarquer que rapporté à la population, 1,350 milliard d'habitants, le nombre de morts officiels est relativement faible. Bien sûr, il y a beaucoup plus de morts en réalité, il faut multiplier probablement par 4 ou par 5 le chiffre qui est affiché officiellement, mais même en faisant cela, on arrive à un chiffre inférieur au nombre de morts aux États-Unis. Bon, par ailleurs, effectivement, Monsieur Narendra Modi mène, depuis qu'il a été réélu dans son deuxième mandat, une politique d'hindouisation à outrance, avec les décisions que je viens de dire sur le Cachemire, avec également des décisions en matière de droit de la nationalité. On naturalise les émigrés ou les réfugiés qui viennent des pays voisins, sauf s'ils sont musulmans. Alors c'est évidemment un peu ennuyeux, cette discrimination, et il est vrai que les musulmans, qui représentent à peu près 14 à 15% de la population indienne aujourd'hui, se sentent discriminés par ce gouvernement, qui par ailleurs veut reconstruire le temple de Ram sur une ancienne mosquée qui a été détruite il y a une quinzaine d'années, et se montre particulièrement soucieux d'introduire un certain nombre d'éléments de l'hindouité pour, dans le fond, donner comme identité à l'Inde qui est caractérisée par sa diversité linguistique, diversité religieuse, pour lui donner une identité hindoue. Cela dit, tous les Indiens ne l'entendent pas de cette oreille. L'Inde est un pays fédéral. Le West Bengal, Calcutta, s'est bien défendu dans les dernières élections, puisque le BJP a été battu. Comme toujours, d'ailleurs, le West Bengal vote pour des représentants d'opposition et comme c'est un pays fédéral, la Chief Minister, Mamata Banerjee, a beaucoup de pouvoir et par conséquent mène le combat contre le gouvernement central. D'ailleurs, la répartition des pouvoirs étant floue dans la Constitution, cela oblige, ce qui n'est pas une mauvaise chose, le gouvernement central et les 28 gouvernements fédérés à négocier en permanence sur les marges, puisqu'il y a des compétences conjointes et donc par conséquent, il est nécessaire de négocier dans un pays qui est donc une démocratie parlementaire, très imparfaite sans doute, bien sûr, avec de la corruption, etc., mais qui permet l'alternance
au niveau fédéral et au niveau des États fédérés. Et par conséquent, ça n'est pas un parti dominant qui dit ce qu'il faut faire. Il y a des négociations permanentes entre les différents partis. Alors c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, je pense, puisque vous me provoquez à dire le fond de ma pensée, que l'Inde est un pays d'avenir, que l'Inde est un pays avec une formidable résilience, que sa population est très jeune, très inventive, très dynamique, que c'est un pays qui est passé au numérique et qui maintenant se dirige aussi vers d'autres nouvelles technologies et qui par conséquent a un avenir important. C'était avant la pandémie la 5e économie du monde. L'objectif des Indiens est d'être pour le 100e anniversaire de leur indépendance en 2047 la 3e économie du monde, c'est-à-dire de dépasser entre-temps l'Allemagne et le Japon. Ça sera possible ou ça ne sera pas possible, mais en tout cas, l'Inde est un acteur absolument central sur la scène internationale dans un monde devenu multipolaire.